Nous allons parler maintenant des récepteurs canaux. Ces récepteurs canaux font également partie des récepteurs membranaires. Il s'agit d'une famille de protéines qui sont responsables des équilibres ioniques transmembranaires. À côté des récepteurs canaux, il existe des canaux activés par autre chose que des ligands, mais il existe aussi des pompes, des échangeurs et des transporteurs. Et nous allons nous concentrer, nous, ici, uniquement sur les récepteurs canaux, tels que j'ai entouré en rouge sur ce schéma. Les bases de cette signalisation ionique ont été étudiées notamment dans les cours de biophysique. Vous savez déjà que dans les cellules eucaryotes, la distribution ionique de part et d'autre de la membrane est totalement inégale. La superfamille des récepteurs canaux comporte peu de membres, mais les membres de cette famille possèdent tous des fonctions physiologiques importantes et pour cette raison, ce sont des cibles thérapeutiques très intéressantes. La perméabilité ionique associée aux récepteurs canaux pourra être de type anionique ou pourra être de type cationique. Parmi les récepteurs canaux à perméabilité cationique, nous trouvons les récepteurs nicotiniques ou encore récepteurs de l'acétylcholine particuliers. Ce sont ces récepteurs que je vais utiliser comme exemple pour illustrer les récepteurs canaux. Parmi les récepteurs canaux à perméabilité anionique, nous trouvons par exemple les récepteurs GABA-A. Voyons donc, comme je vous l'ai dit, les récepteurs nicotiniques. L'acétylcholine se lie en réalité à deux familles de récepteurs. Les récepteurs nicotiniques que nous allons étudier ici, qui sont notés N-ACHR, et les récepteurs muscariniques, notés M-ACHR, qui seront pour leur part des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, ou RCPG, récepteurs couplés aux protéines G, que nous étudierons plus tard. La perméabilité des récepteurs nicotiniques est donc cationique, nous l'avons dit. Mais il est apparu que les perméabilités sodiques et calciques étaient prédominantes. Pour autant, les ions potassium et magnésium peuvent également passer dans le pore formé par ce canal nicotinique, mais avec un degré moindre que les ions sodiques et calciques. Les récepteurs nicotiniques sont des pentamères constitués de 4 types différents de monomères. Il faut comprendre par là que le monomère alpha est toujours en double. Et donc nous aurons sur les récepteurs nicotiniques 2 alpha, un bêta, un gamma, un delta. Chacun de ces monomères va présenter 4 hélices transmembranaires. Vous avez dans la partie inférieure une représentation de ce qu'est un monomère, une structure monomérique. Chez les mammifères, il a été observé 9 sous-unités alpha différentes et 4 sous-unités bêta qui ont été clonées, ce qui laisse en fait présager l'existence de nombreuses isoformes de ce récepteur. Des isoformes d'un récepteur, ça veut dire des récepteurs qui ont des propriétés communes, de fixation de ligands, de conductance ionique, etc., mais qui sont constitués par des monomères différents. 2 types de localisation ont été rapportés pour les récepteurs nicotiniques. Des récepteurs nicotiniques localisés sur les neurones, une localisation nerveuse, et on parlera de NACHR neuronaux, et une localisation de ces récepteurs nicotiniques au niveau musculaire. Quand on parle de récepteurs nicotiniques neuronaux, il faut comprendre également qu'on va les retrouver aussi bien dans le système nerveux central que dans le système nerveux périphérique. Ce schéma illustre maintenant le fonctionnement d'une synapse cholinergique. Une synapse cholinergique, c'est donc un lieu de transformation, de transfert d'une information entre un neurone présynaptique et une cellule qui pourra être également un neurone postsynaptique. Un potentiel d'action électrique va parcourir le neurone présynaptique
ce qui aura pour conséquence d'entraîner la libération du neuromédiateur acétylcholine au niveau de la fente synaptique. Ce médiateur va aller se fixer sur des récepteurs nicotiniques exprimés par le neurone postsynaptique, ce qui va déclencher l'entrée essentiellement de sodium et de calcium dans cette cellule nerveuse, et ce qui va se traduire au niveau de la cellule postsynaptique par la création d'un potentiel membranaire nommé potentiel postsynaptique excitateur et noté PPSE sur ce schéma. Un exemple de ce type de synapse est retrouvé dans les ganglions sympathiques comme dans les ganglions parasympathiques. Et je vous renvoie là au cours du docteur de Mattéis portant sur le système nerveux autonome. En effet, au niveau périphérique, les récepteurs nicotiniques neuronaux sont localisés dans le système nerveux sympathique comme dans le système nerveux parasympathique. C'est ce qui est illustré ici, donc, dans la partie gauche de cette diapositive. Tous ces récepteurs nicotiniques sont constitués de différentes combinaisons hétéropentamériques. Donc ce sont tous des pentamères constitués de différentes sous-unités, de différents monomères, que l'on va trouver en combinaisons différentes. Les principales combinaisons de ces récepteurs nicotiniques sont illustrées dans la partie droite du schéma. L'affinité de l'acétylcholine, et encore une fois ce terme affinité vous sera défini de façon très explicite par le docteur François Stank, l'affinité de l'acétylcholine pour ces différents sites de liaison varie fortement. La meilleure connaissance de ces récepteurs, notamment localisés au niveau central, a relancé la recherche de nouveaux ligands sélectifs avec de nouvelles applications thérapeutiques. Et c'est le cas par exemple du récepteur que j'ai entouré ici en rouge, le récepteur nicotinique noté alpha-4 bêta-2. La meilleure connaissance de ce récepteur nicotinique alpha-4 bêta-2 a conduit à la mise sur le marché en 2006 de la varénicline dans une spécialité nommée Champix qui est utilisée dans le sevrage tabagique. Vous aurez bien entendu fait le lien depuis quelques diapositives entre le nom de ces récepteurs nicotiniques, et la nicotine contenue dans le tabac. Cette nicotine est en effet un agoniste des récepteurs nicotiniques, un agoniste exogène de ces récepteurs, alors que l'acétylcholine est l'agoniste endogène, produit par notre organisme. Cette nicotine serait à la base des propriétés addictives du tabac via la stimulation des récepteurs nicotiniques alpha-4 bêta-2. La varénicline va donc se lier au récepteur alpha-4 bêta-2, mais sans entraîner une réponse maximale de ces récepteurs. Elle va ainsi permettre de réduire les symptômes de manque qui accompagnent le sevrage tabagique. Cette varénicline sera ce que l'on appelle un agoniste partiel de ces récepteurs. Là encore, vous verrez plus tard la définition d'un agoniste partiel, mais on comprend de toute façon partiel, ça veut dire qu'il ne va pas stimuler à 100% le récepteur comme pourra le faire la nicotine. Aujourd'hui, des études sont en cours sur la capacité de ce médicament à aider les patients dépendants de la prise d'alcool. Donc dans toutes les formes de dépendance, il est possible qu'à terme, il y ait un intérêt à l'utilisation de cet agoniste partiel des récepteurs nicotiniques alpha-4 bêta-2 qu'est la varénicline.